de l'envolée des taux d'intérêt de dette souveraine ce matin. Ça commence évidemment par le Royaume-Uni, c'est de là de l'incendie est parti. Est-ce que les dernières réactions des pouvoirs publics britanniques vont permettre d'arrêter cet effondrement de la livre et cette envolée des taux? Alors la livre sterling se tient à peu près en ce moment sur les marchés asiatiques après sa double chute d'hier. En désespoir de cause, le gouvernement conservateur, après avoir avancé son bouclier énergétique et son plan de croissance, s'est tourné vers la Banque centrale qui a fini par répondre qu'elle n'hésitera pas au besoin à modifier les taux d'intérêt, mais il n'y a rien sur l'hypothèse d'une réunion d'urgence qui en soi est perçue comme de l'hésitation. Ces dernières heures, chacun semble se raccrocher à des commentaires selon lesquels l'exécutif pourrait sortir un ajustement budgétaire plus conforme au contexte, mais quand au juste, le chancelier d'échiquier Kwasi Kwarteng a fixé au 23 novembre la présentation de son plan à moyen terme en veillant, dit-il, à ce que la dette publique diminue. Quant à la Banque d'Angleterre, elle renvoie encore à son comité de politique monétaire du 3 novembre. Un économiste à Londres qui a travaillé pour l'institution juge que ces réactions dilatoires ne sont pas à la hauteur de la crise qui s'est enclenchée. Selon lui, le Trésor comme la Banque disent « pas de souci, nous vous répondrons en novembre ». Le reproche général est que Kwasi Kwarteng, dans son programme de croissance présenté vendredi, a omis l'essentiel, fournir des projections complètes du Bureau de la responsabilité budgétaire. C'est un organisme public indépendant qui fournit une analyse des comptes publics. Les dépenses ne sont donc pas financées clairement, en tout cas d'après les règles. Un économiste de marché écrit alors que les marchés vont certainement requérir des assurances. Sans attendre 6 semaines la Banque centrale et 9 semaines le gouvernement, l'injonction se constatera immanquablement sur les taux de change et sur le rendement de la dette britannique. Est-ce qu'on peut estimer les dégâts politiques, sociaux et économiques? Alors au rythme où cela se dégrade, beaucoup d'emprunteurs britanniques risquent d'être pris à la gorge dès le début de 2023. En fonction des anticipations, un conjoncturiste parmi les plus réputés a fait ses calculs pour un ménage moyen avec un prêt immobilier, un prêt hypothécaire moyen. L'échéance mensuelle passerait soudainement de 863 livres à 1490. Mais c'est énorme. C'est énorme et il dit que les gens ne pourront pas faire face, tout simplement. Et c'est ce que met également en exergue un éditorialiste de la télévision publique pour qui l'injection de liquidités provenant du plan de Kwasi Kwarteng de réduction d'impôts serait engloutie dans la hausse très rapide de ces taux d'intérêt. Des députés conservateurs redoutent maintenant que la confiance soit brisée au profit de l'opposition travailliste. Ils en tiennent rigueur aussi bien au ministre des Finances qu'à la Première ministre, rappelons-le, aux affaires depuis seulement 3 semaines. Certains envisagent déjà de les faire tomber. À travers pratiquement tout le champ politique, l'un comme l'autre sont accusés d'avoir commis des erreurs d'écoliers en engageant de telles baisses d'impôts sans pareil depuis 50 ans au Royaume-Uni, 1,6% du produit intérieur brut dans un tel contexte. Sauf que Liz Truss, pour accéder au 10 Downing Street, rappelons-le, a promis à l'aile droite de son parti cette forte baisse de la pression fiscale en une seule fois, avec l'idée de pouvoir faire ensuite avancer, sans encombre, un projet global de réforme allant de l'assouplissement des règles d'immigration post-Brexit à un soutien aux infrastructures publiques. Elle et son ministre des Finances renverseraient ainsi le statu quo conservateur d'ici aux élections de 2024. Certains dans leur camp veulent encore croire qu'ils en ont la capacité politique. Un chroniqueur financier d'un journal pro-conservateur écrit ce matin que le gouvernement doit simplement tenir bon. Il ajoute toutefois, Liz Truss pourrait bien être évincée de ses fonctions relativement vite, mais ce seraient les électeurs qui la vireraient, je cite, pas les marchés. Une manière assez inattendue de proclamer que la politique du Royaume-Uni ne se fait pas la corbeille, pour reprendre une vieille formule française. À voir. Vous nous aviez dit il y a quelques semaines que le FMI regardait de près la situation au Royaume-Uni. Et il n'y a pas que le Royaume-Uni, malheureusement, dans les bonnets d'âne de l'Europe. Il y a aussi l'Italie et la France. On en parle dans un instant dans le journal. Que maillon faible, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, désormais, sont pointés du doigt par les marchés financiers depuis quelques heures et les taux des dettes souveraines s'envolent. La livre s'effondre, le taux à 10 ans français est au plus haut depuis 2012, l'argent gratuit n'existe plus, la fête est finie. Antoine Larigauderie, dans un instant, le débat d'Ose Daniel à 7h10 et puis Stéphane Colliac de BNP Paribas sera avec nous à 7h20. Forte tension donc sur la dette souveraine européenne, notamment celle de 3 pays qui apparaissent ce matin comme étant les maillons faibles. Le Royaume-Uni, l'Italie et donc désormais la France, avec, vous le disiez Laure, 2,70% pour la dette à 10 ans. C'est la fin de l'époque de l'argent gratuit. Antoine Larigauderie, on vous retrouve en direct depuis Euronext.
Oui, alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les tensions obligataires de ces derniers mois, elles sont surtout et avant tout issues des raidissements des politiques monétaires des grandes banques centrales pour tenter de contrôler l'inflation et éviter une surchauffe. Mais force est de constater que pour le moment, les banques centrales sont en train d'accumuler beaucoup de retard. Il y a encore un an, on en était encore à dire que l'inflation était un phénomène tout ce qu'il y avait de plus temporaire. Il ne faut pas oublier, là non seulement les tendances et les dynamiques, elles ont décuplé, occasionnant de très très fortes hausses de taux obligataires un petit peu partout. Vous l'avez dit, hier 2,7% pour la dette française à 10 ans, c'est quand même du jamais vu depuis 10 ans. Et on a quand même fait 2,5% depuis le 1er janvier, alors qu'était en plus présenté le projet de loi de finances pour l'année prochaine hier, car voilà le deuxième étage de la fusée. On a des États qui sont en train de présenter des budgets qui inquiètent, remplis de dépenses non financées pour soulager le pouvoir d'achat, avec une gestion du coût de la dette en très forte augmentation et de nouvelles rentrées d'argent nulle part. Antoine, d'ailleurs, c'est la divulgation du budget qui a mis le feu aux poudres au Royaume-Uni. Oui, exactement. C'était un des éléments déclencheurs de ce qui a provoqué cette incroyable tempête sur l'échange hier. Il y a de vraies inquiétudes sur le budget britannique et une situation financière extrêmement compliquée. Donc voilà la situation. On a une inflation qui peine à être contrôlée, des banques centrales capables de parfaitement s'accommoder d'un très fort ralentissement économique et d'une récession. Au contraire, ça leur facilite la tâche. Elles remontent leur taux à tour de bras en ayant conscience d'avoir déjà un ou deux trains de retard, et parallèlement des États qui composent des budgets qui risquent encore d'amplifier le phénomène et d'accroître la prime de risque sur les marchés, et donc des hausses supplémentaires sur les taux obligataires. Et ça se lit aussi sur le niveau des monnaies, plus bas historique donc pour la livre, l'euro à 96 cents contre dollar. On est peut-être en train de vivre le déclenchement d'une crise obligataire aussi complexe que celle de 2010, mais avec un environnement cette fois totalement différent. Ah oui, quand même. Écoutez, merci Antoine pour ces mots. La France va devoir lever beaucoup d'argent sur les marchés de taux, 270 milliards d'euros l'an prochain, avec toutes les obligations qui arrivent à échéance. C'est du jamais vu et c'est l'objectif de Bercy. Gabriel Attal, le ministre du Budget et des Comptes Publics, sera sur ce plateau demain matin. Et je suis très curieux de savoir dans quelques instants ce que Jean-Marc Daniel va dire quand il va devoir admettre que le bonnet d'âne de l'Europe, du plateau continental européen, c'est le Royaume-Uni, parce que tout est parti de là. L'incendie obligataire, l'incendie des taux est parti du budget britannique, mais aussi de l'Italie et de la France, Nicolas Dose. Alors, la fête est finie, c'est la phrase de Giorgia Meloni, mais pas dans le sens de son discours politique, mais effectivement, on va pas dire que la fête est finie ce matin, enfin, on a quand même des signaux faibles. Quand vous avez un budget 2023 en France qui prévoit un taux à 10 ans à 2,5 et qu'après la présentation du budget, il fait plus 20 points de base pour monter à 2,7, ouais. C'est un signal. Quand vous avez la victoire d'une coalition de droite, c'est pas la victoire de Meloni, c'est la coalition de droite qui remporte en Italie les élections, qui objectivement a quand même sacrément adouci son discours qui est plus du tout anti-européen et puis qui promet une politique économique plutôt libérale. Elle est quand même très loin du Rassemblement national, mais oui, il y a quand même forcément une petite inquiétude, avec là une remontée des taux également de 21 points de base, et l'Italie est à 4,5%, 240 points de base d'écart quand même avec le Bund allemand. Et puis la livre, qui va vers la parité avec le dollar, vous en parliez, le gilt, qui est à 4,24, il prend 41 points de base dans la journée d'hier. On a des signaux faibles. On a des signaux faibles d'une fête qui est moins festive, on va dire. Et puis, il y a eu un message de la BCE hier qui, à mon avis, doit être pris très au sérieux. Christine Lagarde a dit « Je ne suis pas là pour corriger les erreurs de politique intérieure ». Ça veut dire que j'ai un dispositif anti-fragmentation. Vous pouvez compter sur moi en cas de difficulté, mais si vous faites n'importe quoi, le système aura ses limites. Et objectivement, quand on regarde l'Europe dans son ensemble, pas que la Grande-Bretagne, elle a renoncé à réduire les déficits publics. Et alors vous avez deux écoles, vous avez ceux qui disent ça va trop loin. Les plans d'aide, les plans de subvention, les plans de bouclier vont trop loin, parce qu'on finit par avoir finalement un impact positif de l'inflation sur les recettes fiscales, mais qui est complètement annihilé par les impacts négatifs que l'on a en face. Et puis vous en avez d'autres qui disent que malgré tout, on est devant un tel choc, le choc de la guerre, le choc énergétique, qu'on n'a pas le choix. Et qu'il faut intervenir comme on le fait, parce qu'il faut limiter les phénomènes d'inflation. Et en limitant les phénomènes d'inflation, on permettra à la Banque Centrale Européenne de limiter probablement les hausses de taux qu'elle va devoir décider et la durée pendant laquelle elle va remonter ses taux. Donc là, vous avez vraiment deux écoles. Il y a des signaux faibles de cette politique un peu plus laxiste sur le plan budgétaire. Ils disent notamment qu'en 2022, ça a permis, notamment pour la France, d'avoir une croissance plus importante, une inflation plus faible, et du coup un poids de la dette dans le PIB qui finalement n'a pas autant augmenté
qu'elle aurait peut-être été si on n'avait pas fait cette politique de relance. C'est effectivement la lecture good cop, là, qui consiste à dire que comme la dette se regarde en ratio par rapport au PIB, exactement. Vous pouvez la regarder effectivement en milliards d'euros aussi, mais on peut considérer, en tout cas ça peut s'argumenter que ce qui a été fait n'a pas été totalement contre-productif. Enfin, on a des signaux quand même, hein, des signaux qui sont importants et des signaux de marché. Je vous rappelle que ce soit à Bercy ou ailleurs, c'est ce qu'on regarde tous les jours. Jean-Marc Daniel, la question des banques centrales qui ne sont pas là justement pour pallier au n'importe quoi de politique intérieure, c'est un peu ce qu'a essayé de faire la BOE hier, après le budget anglais qui a mis le feu aux poudres avec un effondrement de la livre. Là, elle a essayé de rattraper les effets de politique intérieure. Ah oui, la Banque d'Angleterre a une doctrine, à la différence de beaucoup de banques centrales, qui est assez cohérente. Enfin, avec un échec total depuis 6 mois. Avec des difficultés. Un échec total, je n'irai pas jusque-là, mais je reconnais quelques difficultés chez nos amis britanniques. Mais encore une fois, elle ne s'est pas trompée 1763, donc elle peut éprouver quelques difficultés. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle éprouve des difficultés? Parce que l'enjeu de la Banque d'Angleterre, c'est de lutter contre l'inflation par l'appréciation du change. Ouais. Et ce n'est possible que si tout le monde ne fait pas la même politique. Parce que si tout le monde monte ses taux d'intérêt en même moment, le différentiel de taux d'intérêt qui permet de créer un différentiel de change disparaît. Et donc, sa stratégie supposait qu'il y ait un accord entre les banques centrales à la réunion qui s'est tenue l'été dernier à Jackson Hole. Vous êtes gentil, l'accord, ça serait laissez-nous monter les taux et renforcer notre devise et vous ne faites rien. Et c'est bizarre comme coopération. Non, c'était possible par rapport au dollar, puisque la grande différence qu'il y a entre le Royaume-Uni et le dollar et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, tout leur commerce est dans leur propre monnaie, alors qu'au Royaume-Uni, leur commerce international est dans la monnaie de notre pays qui est le dollar. Et donc, à partir de ce moment-là, l'intérêt des Américains n'est plus exactement le même. Les Américains ne sont pas dans une situation où ils cherchent une hausse de leur taux de change, puisque par rapport au dollar. Pourquoi ils feraient plaisir aux Anglais? Oui, ça c'est une bonne question. Voilà. Non mais là on a vu une sanction immédiate. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a eu une sanction sur les marchés et qu'en gros, le marché dit que ces budgets ne sont pas sérieux? Oui, ces budgets ne sont pas sérieux, effectivement. Et ils ne sont pas sérieux parce qu'ils sont dans une situation où les pays en question, les pays sous revue, sont des pays qui ont des déficits de balance commerciale, de balance des paiements courants considérable. Le Royaume-Uni, une des grandes faiblesses du Royaume-Uni, c'est son commerce extérieur. Elle a un déficit de sa balance des paiements courants qui est très élevé. La France est aussi dans cette situation. L'Italie n'est pas dans cette situation. Donc l'Italie, elle subit une hausse des taux d'intérêt qui est une hausse des taux d'intérêt sur sa dette, mais qui n'est pas liée à son déséquilibre fondamental et à une situation qui est une situation d'épargne négative. Et donc, pour tous ces pays, il est évident que le déficit de la balance des paiements courants qui est lié, comme le dit le FMI, à une politique budgétaire inconsidérée, à une fringale de consommation, ne peut se corriger que maintenant par une politique budgétaire qu'il va falloir corriger et mettre les pays et les populations devant la réalité. Donc la seule solution, c'est la rigueur. Oui. Voilà. C'est pas ce que nous disent les budgets. Il est clair qu'aujourd'hui, enfin je vous dis que l'Europe a renoncé à réduire les déficits. Hier, Bruno Le Maire nous a dit la France est à l'euro près. À l'euro près, oui. Quand on regarde la réalité, la France est à 155 milliards d'euros près. Exactement l'euro près. Allez, tout de suite.